Chapitre 3 Est. L'aube fendillait tel un œuf de héron le ciel de la Seiki. Une pâle lueur se déversait lentement dans la pièce. Les volets avaient été ouverts pour la première fois depuis 8 jours. Tannée contemplait le plafond, les yeux à vif. Elle n'avait pas dormi de la nuit, ayant eu tour à tour trop chaud ou trop froid. Elle ne se réveillerait jamais plus dans cette chambre. Le jour de la sélection était venu. Ce jour qu'elle attendait depuis l'enfance et que, comme une imbécile, elle avait mis en péril en décidant de transgresser la réclusion. En demandant à Susa de cacher l'étranger à Orishima, elle avait sans doute mis leurs 2 vies en péril. Son ventre tournait tel un moulin à eau. Elle ramassa uniforme et trousse de toilette, passa devant une Ishari encore endormie et sortit furtivement de la pièce. La maison sud se dressait sur les contreforts de la mâchoire de l'ours, la chaîne de montagnes qui dominait le Capissan. Avec les 3 autres maisons d'apprentissage, elle servait à former les apprentis pour la garde de haute mer. Tannée vivait entre ces murs depuis ses 3 ans. Sortir lui fit l'effet d'entrer dans un four. La chaleur lui vernissa la peau et lui épaissit la chevelure. La Seiki avait sa propre odeur. Le parfum du duramen, des arbres réveillés par la nuit, et de la chlorophylle des fleurs, des feuilles. Généralement, Tannée trouvait ces senteurs apaisantes, mais rien n'aurait su la réconforter ce jour-là. Les sources d'eau chaude fumaient dans la brune matinale. Tannée se dépouilla de son peignoir, entra dans le bassin le plus proche et se frictionna à l'aide d'une poignée de son. À l'ombre des pruniers, elle se para de son uniforme et peigna ses longs cheveux d'un côté de son cou, afin que le dragon bleu puisse être visible sur sa tunique. Quand elle retourna à l'intérieur, il y avait du mouvement dans les chambres. Elle petit déjeuna de thé et de bouillon. Quelques apprentis lui souhaitèrent une bonne chance en passant. Lorsque l'heure fut venue, elle fut la première à partir. Dehors, les servantes attendaient avec les chevaux. Elles saluèrent à l'unisson. Alors que Tannée montait sur son coursier, Ishari sortit de la maison en courant, dans tous ses états. Elle grimpa en selle à son tour. Tannée l'observa faire, la gorge obstruée. Ishari et elle partageaient leur chambre depuis 6 ans. Après la cérémonie, elles ne se verraient peut-être plus jamais. Elles chevauchèrent jusqu'au portail séparant les maisons d'apprentissage du reste du Capissan, franchirent le pont et le ruisseau qui descendait de la montagne, et allèrent rejoindre les apprentis venus d'ailleurs dans la région. Tannée aperçut Turosa, son rival, qui ricanait depuis sa rangée. Elle soutint son regard jusqu'à ce qu'il talonne sa monture. Définitivement, la maltraitance animale, ça m'empêche de prononcer. Et part au grand galop vers la ville, accompagnée de ses amis. Tannée jeta un dernier coup d'œil en arrière pour graver dans sa mémoire la verdure luxuriante des collines et les silhouettes des mélèzes qui se dessinaient devant le ciel bleu pâle, puis elle riva son regard sur l'horizon. Ce fut une lente procession à travers le Capissan. De nombreux citoyens s'étaient réveillés tôt pour voir les apprentis chevaucher jusqu'au temple. Ils lançaient des fleurs de sel sur la chaussée et bouchaient chaque allée, tentant le coup pour apercevoir ceux qui seraient peut-être bientôt choisis par les dieux. Tannée essayait de se concentrer sur la chaleur de son cheval, sur le claquement de ses sabots, tout ce qui lui permet d'éviter de penser à l'étranger. Susa avait accepté d'emmener l'initié à Orishima. Évidemment, elle aurait fait n'importe quoi pour Tannée, et réciproquement. Il se trouvait que Susa avait autrefois une liaison avec l'une des sentinelles du comptoir commercial. L'homme était depuis déterminé à la reconquérir. Une fois le portail déverrouillé, Susa prévoyait de l'atteindre à la nage en compagnie de l'inconnu et d'accompagner celui-ci chez le maître chirurgien d'Orishima, en lui promettant de le couvrir d'un argent imaginaire s'il acceptait. Il coulait apparemment sous les dettes de jeu. Si l'intrus souffrait du mal rouge, la maladie serait confinée à Orishima. Après la cérémonie, Susa le dénoncerait anonymement au gouverneur du Capissan. Le chirurgien serait fouetté quand il découvrirait un étranger chez lui, mais Tannée ne pensait pas qu'il serait condamné à mort. Cela mettrait en péril l'alliance conclue avec l'État libre de Mentendon.
Si la torture permettait de lui délier la langue, l'intrus dénoncerait peut-être aux autorités les 2 femmes intervenues au soir de son arrivée, mais il n'aurait guère de temps pour plaider sa cause. Il serait passé par l'épée pour éviter tout risque de contamination. Tané contempla alors ses mains où apparaissaient les premières rougeurs. Elle n'avait pas touché sa peau, mais le simple fait de s'approcher de lui avait représenté un risque considérable, un pur instinct de folie. Et si Suza avait contracté le mal rouge, elle ne se le pardonnerait jamais. Son ami avait tout mis en péril pour s'assurer que cette journée soit conforme à ce dont Tané avait toujours rêvé. Suza n'avait pas remis en cause ses scrupules ni sa santé mentale. Elle s'était contentée d'accepter de l'aider. Les portes du grand temple du Cap étaient ouvertes pour la première fois depuis une décennie. Elles étaient flanquées de 2 statues colossales représentant des dragons, la gueule béante, rugissant pour l'éternité. 40 chevaux trottèrent entre elles. Jadis fait de bois, le temple avait été réduit en cendres au cours du grand chagrin avant d'être bâti en pierre. Des centaines de lanternes en verre bleu pendaient à ses avant-toits, exudant une lumière froide. On eût dit des bouchons de pêche. Tané mit pied à terre et accompagna Ishari vers l'entrée en bois flottée. Turosa leur emboîta le pas. « Que le grand Twiriki te sourie, aujourd'hui, Tané, déclara-t-il. Quelle honte ce serait pour une apprentie de ton rang d'être expédiée sur l'île Plume. Ce serait une vie respectable. Ah, ce serait une vie respectable, rétorqua Tané en confiant son cheval à un valet d'écurie. Je suis sûr que tu parviendras à t'en convaincre quand tu y habiteras. Peut-être m'y accompagneras-tu, honorable Turosa. Il eut un tic nerveux et partit à grands pas rejoindre ses amis de la Maison Nord. Il devrait s'adresser à toi avec davantage de respect, murmura Ishari. Du mieux dit que tu obtiens de meilleurs résultats que lui, dans la plupart des disciplines. Tané ne répondit rien. Elle n'avait des fourmis plein les bras. Elle était la meilleure de sa maison, mais Turosa également. Une fontaine sculptée à l'effigie du grand Twiriki, le premier dragon à avoir jamais accepté un humain sur son dos, se dressait dans la cour extérieure du temple. De l'eau de mer se déversa de sa bouche. Tané s'y lava les mains et en déposa une goutte sur ses lèvres. Elle semblait pure. « Tané, dit Ishari, j'espère que tout se passera comme tu le désires. Je te souhaite la même chose. » Tout le monde aspirait à la même issue. Je me suis réveillée tard. Ishari pratiqua à son tour ses ablutions. J'ai cru entendre coulisser les cloisons de notre chambre cette nuit. Ça m'a perturbée. Je n'ai pas réussi à me rendormir avant un moment. Tu es sortie de la pièce ? Non, c'était peut-être notre éminent professeur. Oui, peut-être. Les apprentis avancèrent jusqu'à la vaste cour intérieure où le soleil illuminait les toits. Un homme doté d'une longue moustache se tenait au sommet des marches, un casque coincé sous le bras. Son visage était bronzé et buriné. Équipé de brassards et de gantelets, une cuirasse légère recouvrant une cotte bleu nuit, ainsi qu'un surcot à haut col de velours noir et de brocart doré, il était à l'évidence à la fois une personne de haut rang et un soldat. Tané oublia brièvement ses craintes. Elle était redevenue une enfant rêvant de dragon. Cet homme était l'honoré général de mer de Seiki, chef du clan Midyushi, la dynastie des dragonniers, une dynastie unie non par le sang mais par un but. Tané espérait prendre ce nom. En atteignant les marches, les apprentis formèrent 2 lignes, s'agenouillèrent et posèrent le front contre le sol. Tané entendait le souffle d'Ishari. Nul ne se releva, nul ne bougea. Une écaille racla contre la pierre. Chaque tendon du corps de Tané semblait se crisper. Elle leva les yeux. Ils étaient 8. Elle avait passé des années à prier devant les statues de dragons, à les étudier, à les observer de loin, mais jamais n'en avait-elle vu d'aussi près. Leur taille était époustouflante. La plupart étaient séikinois,
avec leur cuir souple et argenté, leur forme de badine, des corps d'une longueur impossible soutenant une tête magnifique. Chaque créature avait 4 pattes musclées qui s'achevaient sur les pieds dotés de 3 cerfs. De longs barbillons tombaient en tourbillonnant de leurs museaux, tels des lignes de cerfs-volants. La majorité d'entre elles étaient encore jeunes, peut-être 400 ans, mais plusieurs arboraient les stigmates du grand chagrin. Toutes étaient couvertes d'écailles et cernées de marques de succion, souvenir de leur querelle avec les calmarissimes. 2 possédaient un 4e œil. Il s'agissait des dragons venus de l'Empire des 12 lacs. L'un d'eux, un mâle, était muni d'ailes. La plupart des dragons n'en avaient pas et volaient grâce à un organe situé au niveau de la tête que les savants avaient baptisé la couronne. Les ailes ne poussaient jamais avant au moins 2000 ans d'existence. Le dragon ailé était le plus massif. Si Tanné s'était mise debout, elle n'aurait sans doute pas pu le toucher entre les yeux et le museau. Même si ses ailes paraissaient fragiles, aussi fragiles que de la soie, elles étaient suffisamment solides pour provoquer un typhon. Tanné scruta la poche sous le menton. Comme les huîtres, les dragons pouvaient fabriquer des perles, une seule par vie. Elle ne quittait jamais cette poche. La dragonne, près du mâle, une lacutrine, elle aussi, partageait presque sa stature. La femelle avait des écailles pâles d'un vert trouble, comme du jade laiteux. Sa crinière était du brun doré des algues de rivière. « Bienvenue, lança le général de mer. Sa voix retentit tel l'appel d'une conque de guerre. « Debout, ordonna-t-il alors, et tous obéirent. Vous êtes rassemblés aujourd'hui pour être voués à l'une ou l'autre vie, celle de garde de haute mer avec la mission de défendre la Seiki de la maladie et des invasions, ou celle de l'apprentissage de la prière sur l'île Plume. Parmi les premiers, 12 d'entre eux auront l'insigne honneur de devenir dragonniers. 12 seulement. Habituellement, il y en avait plus. Comme vous le savez sans doute, aucun œuf n'a éclos au cours des 2 siècles écoulés. Plusieurs dragons ont par ailleurs été capturés par la flotte de l'œil du tigre, qui poursuit son commerce répugnant de chair de dragon sous le joug de la prétendue impératrice dorée. Des têtes se ployèrent. Pour renforcer nos rangs, nous sommes honorés d'accueillir ces 2 grands guerriers issus de l'Empire des 12 lacs. Gageons que cela inaugurera un rapprochement amical avec nos alliés du Nord. Le général de mer inclina la tête devant les 2 dragons lacustrins. Il n'avait pas autant l'habitude du large ou des dragons séikinois, puisqu'il préférait vivre dans les rivières ou autres étendues d'eau douce, mais les dragons des 2 nations avaient combattu côte à côte durant le Grand Chagrin, et ils avaient un certain nombre d'ancêtres communs. Tanné sentit que Turosa la regardait. S'il devenait dragonnier, il réclamerait que son dragon était le plus grand d'entre tous. Aujourd'hui, votre destinée vous sera révélée. Le général tira un parchemin de son surcot et le déroula. Commençons. Tanné s'arma de courage. La première apprentie à être appelée fut élevée au noble rang de garde de haute mer. Le général de mer lui tendit une tunique de la couleur d'un ciel d'été. Quand elle s'en saisit, un dragon séikinois noir cracha un nuage de fumée qui la fit sursauter. Le dragon respira bruyamment. Dumusa, de la maison ouest, devint également une garde de mer. Petite fille de 2 dragonniers, elle avait des origines sudiennes autant que séikinoises. Tanné l'observa accepter son nouvel uniforme, faire la révérence au général, puis prendre place à sa droite. L'apprenti suivant fut le premier à rejoindre les rangs des érudits. Sa soie était du rouge profond des griottes et ses épaules tremblaient quand il salua. Tanné perçut la tension chez les autres apprentis, aussi soudaine qu'une lame de fond. Turosa rejoignit la garde de haute mer, sans surprise. Une éternité sembla s'écouler avant que Tanné entende enfin son nom. L'honorable Tanné de la maison sud. Elle avança d'un pas. Les dragons la considérèrent. L'on disait qu'ils pouvaient lire au plus profond des âmes, car les êtres humains étaient faits d'eau, et l'eau était leur aliment. Et s'ils découvraient ce qu'elle avait fait? Elle se concentra sur la position de ses pieds. Quand elle vint se placer devant le général de mer, celui-ci sembla la dévisager pendant des années. Elle dut rassembler tout son courage pour ne pas flageoler.
Il finit par empoigner un uniforme bleu. Tané souffla longuement. Des larmes de soulagement lui piquaient les yeux. Pour votre aptitude et votre dévouement, vous voici élevé au rang de garde de haute mer. Vous devez jurer de suivre la voie du dragon jusqu'à votre dernier souffle. Il se pencha vers elle. Vos professeurs disent beaucoup de bien de vous. Ce sera un privilège de vous compter parmi mes gardes. Elle fit une profonde révérence. Vous me faites honneur, grand seigneur. Le général de mer sourit. Tané alla rejoindre les 4 apprentis déjà placés à sa droite, dans un état de félicité incroyable. Son sang s'écoulait en elle, tel le courant sur les galets. Alors que le prochain candidat s'avançait, Turosa lui chuchota à l'oreille. « Alors, comme ça, nous nous affronterons lors des épreuves de l'eau ?» Son haleine sentait le lait. « Bien. Ce sera un plaisir de me mesurer à un guerrier de ton talent, honorable Turosa, » répliqua calmement Tané. « Je vois clair dans ton jeu, bouseuse. Je lis dans ton cœur la même chose que dans le mien, de l'ambition. » Il marqua une pause alors qu'un jeune homme allait rejoindre l'autre groupe. « La différence vient de ce que je suis et de ce que tu es. » Elle se tourna vers lui. « Nous sommes sur un pied d'égalité, honorable Turosa. » Son rire lui donna le frisson. « L'honorable Ishari de la maison sud, » appela le général. Celle-ci gravit lentement les marches. Quand elle se trouva devant lui, le général de mer lui tendit un ballot de soie rouge. « Pour votre aptitude et votre dévouement, lui dit-il, vous serez élevé au rang d'érudite. Vous devez jurer de vous consacrer à l'approfondissement de la connaissance jusqu'à votre dernier souffle. » Même si ces mots la firent tressaillir, Ishari se saisit de la robe et s'inclina profondément. « Merci, grand seigneur, murmura-t-elle. Tané la regarda aller se placer du côté gauche. Ishari devait être affolée. Cependant, elle s'en sortirait peut-être bien sur l'île Plume, et finira par revenir en Seiki en tant qu'enseignante. Dommage, commenta Surosa. N'était-ce pas ton ami ? Tané se mordit la langue. La principale apprentie de la maison Est rejoignit ensuite leur rang. Onren était petite et solidement charpentée. Son visage bruni par le soleil était parsemé de taches de rousseur. Son épaisse chevelure, asséchée par le sel et aux pointes cassantes, lui tombait aux épaules. Du sang de bivalve lui assombrissait les lèvres. « Tané, dit-elle en venant se positionner près d'elle. « Félicitations. À toi aussi, Onren. » Elles étaient les 2 seules apprenties à se lever invariablement à l'aube pour aller nager, et une forme d'amitié était née de cette habitude. Tané ne doutait pas qu'Onren avait également prêté l'oreille aux rumeurs et soit allé s'immerger une dernière fois avant la cérémonie. Cette pensée la troubla. Le rivage du Capissan était festonné de nombreuses criques, mais le sort l'avait fait choisir par celle par laquelle l'étranger était arrivé. Onren contempla sa soie bleue. Comme Tané, elle était issue d'une famille pauvre. « Ils sont magnifiques, chuchota-t-elle en désignant les dragons. Je parie que tu espères faire partie des 12. N'es-tu pas trop petite pour chevaucher un dragon, Onren ? Commença Turosa d'une voix traînante. Remarque, tu parviendrais peut-être à te percher sur une queue. Onren lui retourna un regard noir. Il ne me semblait pas t'avoir entendu parler. On se connaît ? Alors qu'il ouvrait la bouche pour répondre, elle reprit. Ne te donne pas la peine. Tu es clairement un imbécile et je n'ai pas de temps à perdre avec les imbéciles. Tané dissimula son sourire derrière ses cheveux. Pour une fois, Turosa fermait sa grande bouche. Lorsque le dernier apprenti eut accepté son uniforme, les 2 groupes se tournèrent vers le général de mer. Ishari, dont les joues étaient maculées de larmes, ne détourna pas le regard du morceau de tissu entre ses bras. « Vous n'êtes plus des enfants. Votre avenir vous attend. » Le général regarda à sa droite. 4 des gardes de mer ont réussi au-delà de nos espérances. Turosa, de la maison Nord, Onren, de la maison Est, Tané, de la maison Sud, et Dumusa, de la maison Ouest. Tournez-vous face à nos anciens, qu'ils connaissent vos noms et votre visage. Il et elle s'exécutèrent. Tané s'avança en même temps que les autres et posa à nouveau le front par terre. « Debout, dit l'un des dragons. » Sa voix fit trembler le sol. Elle était si profonde, si grave,
que Tané peina tout d'abord à la comprendre. Tous quatre obéirent et se redressèrent. Le plus gros des dragons séikinois abaissa la tête pour pouvoir les regarder en face. Il darda sa longue langue entre ses dents. D'une puissante poussée sur ses membres, il prit subitement son essor. Les apprentis se jetèrent tous à plat ventre. Le général, qui seul était encore debout, éclata d'un rire tonitruant. La dragonne lacustrine, d'un vert laiteux, exhiba ses dents en un large sourire. Tané se retrouva captivé par le tourbillon incessant de ses yeux. La dragonne et ses autres congénères allèrent alors se jucher sur les toits de la ville. De l'eau faite chair. Alors qu'une brume de pluie divine ruisselait de leurs écailles, trempant les humains en contrebas, un mâle séikinois se cabra, prit une grande inspiration et cracha une violente bourrasque de vent. Toutes les cloches du temple sonnèrent en réaction. Niclay se réveilla avec la bouche sèche et une migraine redoutable, comme un millier de fois auparavant. Il cligna des paupières et se frotta le coin de l'œil. Des cloches. Voilà ce qui l'avait réveillé. Il vivait sur cette île depuis des années, mais n'en avait jamais entendu aucune. Il empoigna sa canne et se leva, son bras tremblant sous l'effort. Il devait s'agir d'une alarme. Il venait chercher Sulliard, les arrêter tous les deux. Niclay tourna sur lui-même, au désespoir. Sa seule chance était de faire croire que l'autre s'était caché chez lui à son insu. Il jeta un coup d'œil de l'autre côté du paravent. Sulliard dormait profondément, la tête tournée vers le mur. Eh bien, au moins, mourrait-il paisiblement. Le soleil déversa bien trop de lumière. Non loin de la petite maison qu'occupait Niclay et son assistant, Must était assis sous un prunier avec sa compagne séikinoise, Panaya. « Must !» s'écria Niclay. « Quel est ce raffut ?» Must se contenta d'un signe de la main. Niclay enfila ses sandales, en jurant, et se dirigea vers le jeune couple, s'efforçant de réprimer le sentiment de se précipiter vers sa perte. « Bonjour à toi, honorable Panaya !» lança-t-il en séikinois et en se fendant d'une révérence. « Éminent Niclay !» Elle plissait les coins des yeux. Elle portait une robe légère, à motif de fleurs blanches sur fond bleu, dont les manches et l'encolure étaient brodées d'argent. « Les cloches vous ont-elles réveillé ?»« Oui. Puis-je vous demander ce qu'elles signifient ?»« Elles sonnent pour le jour de la sélection, » répondit-elle. « Les apprentis les plus âgés de la maison d'apprentissage ont terminé leurs études et ont été répartis parmi les érudits ou la garde de haute mer. Rien à voir avec l'intrus, donc. » Niclay sortit son mouchoir et se tamponna la figure. « Est-ce que vous allez bien, Ross ?» s'inquiéta Must en plaçant une main en visière sur son front. « Tu sais à quel point je déteste l'été ici. » Niclay remisa son mouchoir dans son pourpoint. « Le jour de la sélection a pourtant lieu une fois par an, non ?» demanda-t-il à Panaya. « Je n'avais encore jamais entendu sonner les cloches. »« Pas des cloches, mais des tambourins, le bruit enivrant de la joie et des festivités. »« Ah !» répondit Panaya, dont le sourire s'élargissait. « Mais cette sélection n'est pas comme les autres. »« Vraiment ? L'ignorez-vous, Ross ?» pouffa Must. « Vous habitez ici depuis plus longtemps que moi ?»« Ce n'est pas quelque chose qu'on lui aurait dit, » le défendit Panaya d'une voix douce. « Voyez-vous, Niclay ? Il a été convenu, après le grand chagrin, que tous les 50 ans, un certain nombre de dragons séikinois accepteraient sur leur dos des humains, afin que nous soyons toujours préparés à combattre ensemble une fois encore. Ceux qui ont été désignés pour la garde de haute mer ce matin vont avoir cette opportunité. Mais avant, ils vont devoir subir les épreuves de l'eau pour déterminer lesquels deviendront dragonniers. »« Je vois, » répondit Niclay, suffisamment passionné pour oublier un instant sa terreur. « Et ensuite, je suppose qu'ils s'envoleront sur leurs destriers pour combattre pirates et contrebandiers. »« Pas des destriers, Niclay. Les dragons ne sont pas des chevaux. »« Mille excuses, honorable dame, j'ai mal choisi mes mots. » Panaya hocha la tête. Elle porta la main à son pendentif en forme de dragon. Un tel bijou serait détruit sous le règne de la vertu, où on ne faisait plus la différence entre les anciens dragons de l'Est et les Williams cracheurs de feu, plus jeunes, qui avaient autrefois terrorisé le monde. Les deux espèces étaient jugées malveillantes. La porte de l'Est était fermée depuis si longtemps que les malentendus autour de ces coutumes étaient nés. Niclay avait cru la même chose à son arrivée à Orissima. Il avait été moitié convaincu, la veille de son départ de Mentonon, qu'il avait été banni vers une terre où la population était asservie à des créatures tout aussi pernicieuses que les sans-noms.
comme il avait été effrayé ce jour-là. Tous les enfants mentondoniens connaissaient les histoires du sans-nom, depuis le jour où il découvrait le langage. Sa chère mère avait pris un malin plaisir à le terrifier aux larmes en lui décrivant le père des suzerains de tous les cracheurs de feu, celui qui avait émergé au mont Effroi à Calichoux-Fourchon sur le chaos et la destruction. Sir Gallian Beretney avait alors grièvement blessé avant qu'il ne puisse assujettir l'humanité. L'avait alors grièvement blessé avant qu'il ne puisse assujettir l'humanité. 1000 ans plus tard, son spectre rôdait encore dans les cauchemars de chacun. Juste alors, un fracas de sabots transperça le pont d'Orishima, tirant brusquement Niclette de sa rêverie. Des soldats. Il se décomposa, il venait le chercher. Et maintenant que l'heure était venue, il se sentait plus exalté qu'effrayé. Ainsi soit-il. De toute façon, c'était soit ça, soit mourir aux mains des sentinelles à cause de ses dettes de jeu. Saint, pria-t-il, accordez-moi seulement de ne pas me faire dessus. Les soldats portaient une tunique verte sous leur cotte. À leur tête se trouvait, bien sûr, le capitaine. Ce beau capitaine, toujours accommodant, qui refusait de dire son nom à quiconque sur Urishima. Il dominait Niclay d'un pied complet et était toujours en armure. Le capitaine mit pied à terre et se dirigea à grands pas vers la maison de Niclay. Il était entouré de ses sentinelles, une main posée sur le pommeau. « Ross !» Un poing prisonnier d'un gantelet frappa sur la porte. « Ross, ouvrez cette porte ou je l'enfonce. »« Inutile de casser quoi que ce soit, honorable capitaine, » intervint Must. « L'éminent docteur Ross est ici. » Le capitaine tourna ses talons. Les yeux noirs s'embrasèrent et il s'approcha d'eux. « Ross. » Niclay aurait aimé prétendre que nul ne s'adressait jamais à lui avec un tel mépris, mais c'eût été mentir. « Vous pouvez tout à fait m'appeler Niclay, honorable capitaine, » répondit-il avec toute la gaieté qu'il pouvait feindre. « Nous nous connaissons depuis assez longtemps. »« Silence !» aboya le capitaine. Niclay se tut. « Mes sentinelles ont trouvé la porte du débarcadère ouverte hier soir. Un vaisseau pirate a été aperçu non loin. Si l'un d'entre vous abrite des intrus ou de la contrebande, parlez maintenant, et le dragon fera peut-être preuve de merci. » Panaya et Must restèrent muets. Niclay, cependant, était violemment tiraillé. Sullier n'avait nulle part où se cacher. Ferait-il mieux de tout avouer ? Avant qu'il n'ait pu se décider, le capitaine fit signe à ses sentinelles. « Fouillez les maisons. » Niclay retint son souffle. Il y avait en Seiki une espèce d'oiseau dont le cri ressemblait au début d'un geignement de bébé. Niclay percevait cela comme un symbole douloureux de sa vie à Orishima. Le gémissement ne se transformait jamais totalement en hurlement. Il se trouvait dans l'attente permanente d'un coup qui ne tombait jamais. Alors que les sentinelles retournaient à son intérieur, ce maudit oiseau se mit à chanter, et Niclay n'entendit plus que ça. Les soldats finirent par revenir les mains vides. « Personne là-dedans », affirma l'un d'eux. Niclay dut fournir un gros effort pour ne pas s'effondrer à genoux. Le capitaine le dévisagea longuement, la mine insondable, puis s'en alla vers la rue voisine. Et l'oiseau continua de glapir.